Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Vous êtes également député maire de Drancy pour vous interroger. À mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour. Christophe Lagarde. Pénélope Fillon a travaillé comme attachée parlementaire de son mari. Est-ce que c'est le début des boules puantes dans la campagne de François Fillon? C'est une pratique assez commune qui n'est pas illégale, je le répète, pour les téléspectateurs. Est-ce que là, c'est pas de déstabiliser la campagne de François Fillon? Vous le dites vous-même, c'est une pratique assez commune dans une campagne présidentielle. Quand un candidat cherche à accéder à la fonction suprême de président de la République, les boules puantes, entre guillemets, fleurissent. Il y a quelques mois, je crois me souvenir qu'Emmanuel Macron, c'était ses amis qui lui cherchaient des problèmes sur la fiscalité ou ses déclarations fiscales. Aujourd'hui, on cherche... Est-ce que c'est pas moralement répréhensible quand même si c'est pas illégal? Aujourd'hui, on cherche François Fillon pour le compte sur sa femme ou l'emploi qu'elle a eu auprès de lui. Enfin, personne ne l'a vu travailler. Mais monsieur, ni dans la Sarthe, ni à l'Assemblée. Donc il y a un soupçon d'emploi fictif. C'est normal. Vous interrogerez, j'en suis sûr, Pénélope Fillon et François Fillon. Mais pour vous, est-ce que c'est moralement répréhensible pour vous? Et je ne doute pas d'abord de la moralité ou de l'honnêteté de monsieur Fillon ou de ce couple. Première chose. Et donc, s'il y a des explications à apporter, c'est une information qui sort, entre guillemets, depuis hier soir, je ne doute pas non plus qu'ils les apporteront. Ça fait partie des boules puantes habituelles, quand même. et qui, à chaque fois, servent d'ailleurs à éloigner les Français des débats qui sont les nôtres. Qu'il s'agisse, je le disais, de M. Macron, qu'il s'agisse demain d'un autre, parce que j'imagine que ça ne s'arrêtera pas là. Jean-Christophe Lagarde. C'est à chaque fois pour éloigner les Français des débats qui nous préoccupent le plus en réalité, c'est-à-dire qui... là, ça nous préoccupe un peu parce que c'est de l'argent public, Jean-Christophe Lagarde. C'est votre argent et c'est le mien. Si elle a travaillé, elle est payée. C'est exactement la même chose que, par exemple, la femme de Claude Barthelone, qui est sa collaboratrice, et c'est normal, elle travaille. Et je ne vois pas pourquoi on passerait 3/4 d'heure ou 3 jours, parce que dans 3 jours, vous l'aurez oublié, sur un sujet qui, en réalité... Non, mais on ne va pas passer 3 jours. Sur un sujet la question, elle est, ne faut-il pas interdire aux proches des parlementaires de travailler pour eux une fois pour toutes? Et comme ça, le problème, il est réglé. Il n'y aura plus jamais ce genre de problème. Non, je trouve ça assez stupide comme raisonnement, pour une raison simple, c'est que s'il faut qu'un parlementaire pour travailler le fasse avec des gens les plus éloignés de lui, chacun s'organise. Je crois savoir, je ne le connais pas particulièrement, qu'elle a des diplômes, qu'elle sait faire un certain nombre de choses. S'il a jugé que c'était comme ça qu'il devait s'organiser, il apportera les explications. Et puis, comment dirais-je, malheureusement, entre guillemets, ça fait partie, je le répète, de ces étapes des campagnes présidentielles qui sont en général assez rapidement passées au fil de l'actualité. On passe à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'actualité du jour, donc c'est la raison pour laquelle vous m'interrogez. Oui, ça n'est pas celle de l'élection présidentielle. Alors, il y a peut-être une autre actualité importante, c'est les chiffres du chômage. Est-ce qu'ils ont été donc donnés hier soir, avec une hausse pour le mois de décembre, mais est-ce que vous vous félicitez plutôt de la baisse de 3% pour l'année 2016? Ça veut dire que a priori, la courbe de l'inversion du chômage, elle est là. Ou est-ce que vous critiquez cette hausse du mois de décembre 2016? Non, moi d'abord je me réjouis qu'il y ait 107 000 personnes de moins qui étaient au chômage en 2016, alors qu'il y a eu quasiment 600 000 chômeurs de plus depuis que François Hollande est rentré à l'Élysée. Donc un peu moins, c'est bien. Encore qu'il faut aller regarder à l'intérieur. Ce sont essentiellement les gens qui ont des emplois précaires, peu qualifiés, ce sont les jeunes, à travers un certain nombre de manipulations qui ont trait aux emplois d'avenir, etc. Et le chômage de ce qu'on appelle les seniors, lui, augmente. Ça veut dire que la situation en réalité du chômage ne s'améliore pas. Et elle ne s'améliore pas pourquoi? Elle ne s'améliore pas parce que nous connaissons encore et toujours une situation où la France est la seule à être en panne en Europe. Je veux rappeler que des pays autour de nous connaissent le plein emploi et que si nous ne changeons pas à la fois le droit du travail, le coût du travail, la formation qui permet d'avoir justement accès aux emplois les plus qualifiés, ceux qui vont être en compétition notamment avec l'international, nous ne nous en sortirons pas. Grosso modo, aujourd'hui, il y a 5 800 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Un peu moins, c'est bien. Mais ça ne change pas grand-chose finalement. Ça change uniquement pour ces personnes. Ça ne change pas la situation de la France, qui est notre pays est dans la situation où on ne forme pas suffisamment bien les jeunes pour permettre d'occuper les emplois qui sont demandés. 2, on préfère d'une certaine façon indemniser le chômage de longue durée plutôt que de changer les règles du travail et de permettre à ces demandeurs d'emploi de retrouver du travail. Jean-Christophe Lagarde, Whirlpool ferme son usine d'Amiens délocalisée en Pologne, 290 salariés sur le carreau ce matin. Vous êtes responsable politique national. Les yeux dans les yeux, vous leur dites quoi à ces hommes et ces femmes qui perdent leur boulot ce matin?
Je leur dis d'abord qu'il faut absolument qu'on trouve la réindustrialisation, parce que à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, c'est trop tard. C'est-à-dire quand l'entreprise a décidé de partir, alors il faut faire du France d'abord. Non, mais il faut faire du France d'abord alors pour réindustrialiser. Laissez-moi terminer une réponse, sinon engagez-vous en politique. Allez-y. Vos propositions. Bon, il se trouve pour le compte que à chaque fois qu'on en parle dans l'actualité, c'est trop tard. C'est-à-dire que la dégradation de la situation ou le choix, et là c'est le cas des actionnaires, est malheureusement déjà fait. Le sujet de fond, c'est pourquoi est-ce que notre coût du travail et la qualité du travail est supérieur pour ce qui est de la qualité et supérieur pour ce qui concerne le coût, et que du coup, en compétitivité, ils décident de se délocaliser en Pologne. À l'inverse, dans ma ville, le groupe Bosch, qui est un groupe allemand, a relocalisé en France des emplois qui étaient en Turquie. Parce qu'ils ont fait des efforts de compétitivité en négociant et en contractualisant avec les salariés, parce qu'ils ont fait des efforts d'innovation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Sur Amiens, proprement dit, il faut évidemment qu'il y ait à la fois un plan de réindustrialisation, d'accompagnement et de reconversion sur les salariés, mais arrêtons de traiter ces problèmes-là actualité par actualité, traitons-le au fond, c'est d'ailleurs pour moi l'enjeu de l'élection présidentielle, comment on fait en sorte qu'en réalité un groupe, qu'il s'appelle Whirlpool ou autre, ne soit plus tenté ou obligé d'aller se délocaliser, alors même que d'autres entreprises, je viens de signaler l'entreprise Bosch à Drancy, relocalisent des chaînes de production, c'est des chaînes de production de chaudières, parce que la qualité du travail, parce que l'organisation du travail, parce que le coût du travail a été modifié, et à ce moment-là on devient compétitif, et c'est au contraire des salariés français qui produisent et qui vendent au monde entier, plutôt que de voir leurs emplois partir. L'invité politique ce matin de Territoire d'Info sur Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale et bien sûr sur Public Sénat, c'est Jean-Christophe Lagarde, vous êtes président de l'UDI. Un sondage ce matin, IFOP Fiducial pour Sud Radio sur le revenu universel de Benoît Hamon. Idée utopique pour 73% des Français, quand même. 66% estiment que ça développerait aussi l'artisanat. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sur le fait que ça développerait... L'assistanat. Ah oui, j'allais dire, l'artisanat, ça risque pas. Oui. Bien sûr que ça développerait l'assistanat. Quel est le sujet ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je pense que 73% des Français je pense que la plupart des Français ont bien perçu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on finance, avec quel argent, personne n'en sait rien, on financerait tout le monde sans avoir l'obligation de travailler. Alors c'est une société évidemment dont on peut rêver la nuit en se disant c'est formidable, on n'a plus besoin de travailler. D'ailleurs je trouve ça absurde parce que le travail c'est une forme d'émancipation et de fierté pour chacune et chacun de ceux qui ont la chance d'en avoir un. Ça construit la famille, ça construit votre indépendance, ça construit vos rêves, ça construit notre richesse collective, ce qui fait que la France n'est pas un pays sous-développé. Mais cette idée-là est une idée, comment dirais-je, perverse au sens où être rémunéré, enfin découplé, séparé votre revenu de l'effort de travailler, de ce que vous apportez à la société, me paraît une idée folle qui est en train d'embraser ou de prendre une partie de la gauche, avec quelque chose qui me surprend toujours, on ne l'a pas suffisamment regardé, c'est que finalement la gauche est structurée depuis plus d'un siècle par la pensée marxiste, qui est de faire de la lutte entre le travail et le capital l'élément central de son débat, mais si subitement le travail n'est plus lié au revenu, que devient la lutte entre le travail et le capital. Autre question d'actualité, Jean-Christophe Lagarde. Le processus de fermeture de Fessenheim a, semble-t-il, été engagé hier. Imaginons François Fillon, président de la République demain. Est-ce qu'il arrête ce processus et si oui, comment ? D'après ce que j'ai compris, oui, il l'arrêtera. Mais très franchement, la promesse qui avait été faite sur Fessenheim, on s'en souvient, c'était pendant une élection présidentielle, une promesse démagogique. Aujourd'hui, là le processus démarre. Aujourd'hui, l'autorité, démarre à 3 mois de la présidentielle. Tout ça peut s'arrêter très vite. La réalité, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire ne dit pas que Fessenheim est dangereuse et doit être fermée. La vérité, c'est qu'il y a peut-être des réinvestissements. La vérité, c'est aussi qu'on a besoin de transition énergétique. Mais transition énergétique, c'est pas faire comme Mme Merkel l'a fait en Allemagne après la catastrophe qu'il y avait eu au Japon. Fermer ou arrêter les centrales nucléaires tout de suite, ça veut dire en réalité produire avec du pétrole et du charbon notre électricité. Ça veut dire plus de pollution. On vit tous les pics de pollution, les problèmes de modification. Donc vous dites ce matin, il faut prolonger Fessenheim ? Il faut prolonger le parc nucléaire français en veillant évidemment à sa sécurité. C'est la plus vieille centrale nucléaire française. En veillant à sa sécurité et donc en faisant en sorte que l'autorité de sûreté nucléaire nous garantisse combien de temps ? 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Mais utiliser cette période-là pour faire en sorte qu'on produise de plus en plus d'énergie propre, d'une part, et qu'on consomme de moins en moins d'énergie lorsque, par exemple, vous isolez les bâtiments, lorsque vous favorisez les véhicules électriques ou les véhicules hybrides, vous consommez moins d'énergie, vous aurez donc besoin d'en produire moins, maintenir le parc nucléaire pendant quelques années encore,
et utilisons cette période réellement en s'investissant massivement sur la production d'énergie propre, l'éolien, le solaire, d'autres, et qu'on économise. Et d'ailleurs, je pense que le champ des économies d'énergie est bien plus grand que notre capacité à produire si on veut rééquilibrer la production énergétique française. Jean-Christophe Lagarde, autre sujet. François Fillon et Alain Juppé célèbrent leur retrouvailles à midi à Bordeaux dans un grand restaurant. Alain Juppé dit ça se passera amicalement. Sans plus, il l'a dit ce matin sur Sud Radio. Ses adjoints centristes continuent de faire la moue devant un programme jugé trop dur, celui de François Fillon. Est-ce que ses adjoints ont raison ? Alors je vais vous dire, d'abord vous dites ça se passera amicalement, pas plus, ça ne va pas se passer amoureusement. Bon, donc c'est tout à fait normal. Je ne fais que rapporter. Oui, vous réécrivez un peu les choses, monsieur Bordet. Il me semble que me souvenir qu'Alain Juppé a apporté dès le lendemain son soutien à François Fillon. François Fillon va à Bordeaux, il est accueilli par Alain Juppé. On ne sent pas un enthousiasme débordant, pour être clair. Quoi de plus normal ? Et puis les adjoints dont vous parlez en l'occurrence, ils me disent que la chose suivante. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de législature avec François Fillon, entre l'UDI et François Fillon. Que les adjoints de l'UDI disent ça, c'est parfaitement normal. On est en train de discuter à la fois du projet, avec un certain nombre de choses qui ont été modifiées. Sur le projet, pardon, je vous interromps justement, vous dites en gros que la suppression de 500 000 fonctionnaires, ça vous paraît pas réaliste et trop brutal. Vous tournez autour de 300 000. Vous en êtes où sur cette question-là précisément avec François Fillon ? Là, pour le compte, il faut expliquer simplement comment on fait en 5 ans. Moi, je pense que l'objectif en soi est un objectif sain pour assainir les finances publiques et on connaît le poids de la dette et de la dépense publique en France, mais je ne sais pas comment on arrive à le faire en 5 ans. Je pense que c'est un objectif qu'il faut mettre sur 7 ans ou 8 ans parce que c'est plus tenable, d'autant plus quand vous allongez la durée du travail pour accéder à la retraite, vous aurez moins de fonctionnaires qui partent en retraite, ça rend les choses évidemment un peu plus étalées dans le temps. C'est mon sentiment. Pour l'instant, les équipes de François Fillon travaillent à expliquer comment on le fera. On est en train de Est-ce que c'est ces divergences de fond qui expliquent quand même que ce soit compliqué pour les législatives, pour les investitures ? Parce que vous ne prenez qu'un point. Celui d'ailleurs dont tout le monde parle tous les matins. Mais moi, il n'y a pas un point dans une campagne présidentielle. Celui-là, c'est emblématique, il est emblématique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas l'essentiel, très franchement. Pour moi, c'est absolument pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est aujourd'hui de savoir si, dans la construction européenne, on répond aux défis que lance Trump, qui veut l'explosion de l'Europe. Est-ce qu'on construit effectivement une Europe dont la zone euro est gouvernée efficacement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de notre monnaie une arme pour nous défendre contre l'arme dollar ? Est-ce que vous sentez beaucoup d'enthousiasme européen de la part de François Fillon ? Vous parlez de choses qui effectivement, oui. Alors sur ce sujet-là, on a relativement peu de différences. Il y en a une ou deux, mais construire un gouvernement de la zone euro. 2, construire une défense européenne. Une défense européenne, c'est pas une armée européenne. C'est le fait de pouvoir à la fois avoir une industrie de l'armement coordonnée, de définir enfin ce que l'Europe n'a jamais fait, nos intérêts stratégiques communs. On voit bien que le Danemark, l'Allemagne pensaient que ce qui se passait en Syrie, en Irak ne les concernait pas. Et quand il y a 1 million de réfugiés qui arrivent, on voit bien que nos intérêts stratégiques étaient concernés. Qu'aujourd'hui, quand dans toute la zone sahélienne, on a des problèmes de terrorisme et vous dites l'Europe ne l'a jamais fait, pourquoi elle le ferait aujourd'hui ? Eh bien justement, c'est le rôle du prochain président de la République et du prochain chancelier allemand que de prendre en compte, entre guillemets, ces nouveaux défis. Ça fait partie. Jean-Christophe Lagarde, sur l'Europe justement, quand on regarde sur le papier les candidats potentiels là, pour cette élection présidentielle, mis à part en effet François Fillon et probablement Emmanuel Macron, tous les autres sont quand même des candidats plutôt plus que réticents vis-à-vis de l'Europe. Ça ne vous inquiète pas, vous avez raison, tous les autres non seulement se trompent, mais trompent les Français. Comment considérer aujourd'hui que nous allons être efficaces face à M. Trump, nous seuls Français ? 70 millions de citoyens contre la première puissance du monde, ou contre les Chinois. Regardez la difficulté qu'aura Mme May à pouvoir négocier à la fois avec les États-Unis et la Chine sans se laisser dicter la loi, entre guillemets, du plus fort. C'est ça à quoi sert l'Europe. Simplement, il faut recentrer l'Europe complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est à la fois brouillonne, elle s'occupe de tout et elle est tatillonne. Mais elle ne parle que de l'accessoire, de normes, de règlements, d'échanges, de produits. Alors que quand il s'agit de défendre notre monnaie pour justement protéger nos emplois et éviter un certain nombre de délocalisations ou de pertes. Lorsqu'il s'agit de nous défendre contre le terrorisme et donc d'avoir un espace judiciaire et policier qui nous défendrait. Lorsqu'il s'agit d'avoir la possibilité de lutter à l'extérieur contre ceux qui nous font la guerre. L'Europe est absente. Donc on a besoin. Mais il n'y a pas que ça.
Par exemple, on est en train de discuter avec François Fillon, nous souhaiterions que l'école maternelle devienne obligatoire à 3 ans. Pourquoi ? On a bien vu qu'on avait à la fois un déficit de République avec des jeunes qui ont grandi en France et qui ne connaissent pas ou qui n'adhèrent pas au projet français. Il reste une minute, pardon. Et puis également la possibilité d'avoir une meilleure égalité des chances. Dernière question, Jean-Christophe Lagarde. Elle est en cours, sur des sujets de fond. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous serez au meeting de François Fillon dimanche ? Voilà. Non, je n'ai pas ma place au meeting de François Fillon. Pourquoi ? Si nous n'avons pas obtenu ou, entre guillemets, conclu un accord électoral d'ici dimanche, qu'aurais-je à faire là ? D'accord. Jean-Christophe Lagarde, une question territoriale pour terminer. À Drancy, vous vous battez pour que votre ville ait une station de métro dans la perspective du Grand Paris. Vous en êtes où ? Il y avait des accrochages avec Patrick Ollier là-dessus, le patron du Grand Paris. Et je crois que Valérie Pécresse soutient maintenant ce projet. Et Valérie Pécresse soutient depuis le début ce projet. C'est la région socialiste de l'époque, M. Huchon, qui a toujours refusé à une ville de 70 000 habitants d'avoir un mode de transport en commun lourd en son centre. La réalité, c'est que si Bernard Cazeneuve décide d'effacer, entre guillemets, la ville de Drancy de tout accès au transport en commun, on ne pourra pas se plaindre en même temps que les gens prennent la voiture. On ne peut pas en permanence expliquer qu'on a des pics de pollution parce que les gens prennent leur voiture, notamment. Et puis, quand on fait un métro, passer à côté d'une ville de 70 000 habitants, ce serait la plus grande ville de la petite couronne à être tout simplement ignorée par le métro du Grand Paris. Je me bats depuis l'origine, c'est Cazeneuve maintenant qui prendra la décision. J'espère que les quelques mois qu'il a comme Premier ministre lui permettront de prendre une décision utile à tout le monde. Jean-Christophe Lagarde, l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.